Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de YouNdev. Cette semaine, nous allons fabriquer un chatbot spécialement conçu pour vous répondre avec vos questions Symfony. On va lui faire manger la documentation de Symfony et il va ainsi devenir hyper pertinent pour vous répondre. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, nous allons construire ce qu'on appelle un RAG, une architecture RAG. RAG, c'est pour Retrieve and Generate, et vous m'excuserez pour cet accent anglais, qui est une architecture qui permet d'optimiser nos usages des LLM. Dans notre cas, nous allons utiliser l'API de OpenAI. L'idée, grosso modo, c'est quoi? Avant d'aller interroger l'API de OpenAI, donc le modèle GPT-4, eh bien, nous allons d'abord faire une recherche dans la documentation de l'API pour retrouver des morceaux qui pourraient nous intéresser. À partir de ces morceaux, on va construire un contexte qu'on va fournir à GPT-4 avec la question de l'utilisateur. De cette manière, plutôt que de surentraîner un modèle de données, on lui fournit un contexte le plus précis possible avec un maximum d'informations pour qu'il puisse à son tour formuler la réponse la plus intelligente possible. Petit warning, petite alerte avant de commencer, un petit disclaimer. Je ne suis pas un expert en intelligence artificielle, je ne suis pas du tout un expert en mathématiques, et donc il y a des sujets, des points précis que je vais évoquer sans rentrer dans le détail parce que tout simplement, je ne suis pas capable de vous les expliquer et c'est pas du tout mon métier. Dans cette vidéo, on va donc, comme vous l'avez compris, mettre en place un RAG, une architecture RAG en PHP et avec Symfony, parce que ce n'est pas le langage habituel avec lequel on fait ce genre d'outil, mais il existe une librairie qui s'appelle LLephant et qui est fait pour faire exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant de commencer, quelques petits points comme ça de théorie et après on rentre dans le vif du sujet. Mais avant, vous le savez, on est sur YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, etc., etc. Dans cette vidéo, on va manipuler le principe de vecteur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur? Un vecteur, c'est la capacité qu'on va avoir à prendre, par exemple, un objet, une phrase, un mot, un ensemble de mots, des choses comme ça, et à le transformer en vecteur. Et le vecteur, c'est une représentation mathématique de cette phrase, de ce paragraphe, de cette portion de document. Pour faire ces vecteurs, nous, on va utiliser ce qu'on appelle un embedding, c'est-à-dire qu'on va utiliser une API de OpenAI on va lui fournir des portions de documents et lui, en retour, va nous fournir des embeddings qui ne sont que finalement une forme de vecteur. Ok ? Comment est-ce qu'on va faire tout ça? On va prendre les documents, on va les découper en petites portions. Ces petites portions, on va faire un aller-retour chez OpenAI. On va récupérer les embeddings, qui sont une forme de vecteur, et on va devoir les stocker. Pour notre POC, pour notre démonstration, on va les stocker au format JSON dans un fichier. Mais vous le verrez, la librairie qu'on va utiliser vous permet d'utiliser une base de données Postgre, du Redis, du Elasticsearch et d'autres moyens de stockage bien plus performants. Mais pour la démo du jour, pas besoin d'aller plus loin. C'est très important de bien comprendre ces principes-là de vecteurs et d'embeddings parce que c'est le cœur de ce modèle, de cette architecture RAG. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a découpé notre document, qu'on a fait les allers-retours et qu'on a stocké nos embeddings, eh bien, au moment où l'utilisateur va poser une question, on va transformer partie de sa question ou toute sa question à son tour en embeddings ou en vecteurs. Et comme c'est une représentation mathématique, il existe des techniques pour rechercher des vecteurs ou des embeddings, dans notre cas, qui sont proches de la question de l'utilisateur. Ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de récupérer des documents qu'on a dans notre base, puisqu'on le stocke en JSON. On va récupérer ces éléments-là. Ça va construire le contexte. Et ensuite, on fournit à GPT-4 le contexte, c'est-à-dire toutes les portions de documents qui semblent légitimes par rapport à la question, plus la question de l'utilisateur. Et enfin, on demande au LLM, donc au modèle de langage, de formuler une réponse qu'on retourne à l'utilisateur. OK ? Donc c'était important qu'on prenne ce temps pour poser un petit peu une espèce d'introduction avant de rentrer dans le cœur du réacteur.
J'ai mis un petit peu de temps à manipuler tous ces concepts, à bien comprendre comment tout ça fonctionne. Et voilà, c'était important qu'on prenne le temps de poser tout ça avant de se lancer directement dans la petite démonstration. Maintenant, hop, je me mets en petit et on peut se lancer directement dans le projet. Ok, première chose qu'on va se faire, c'est qu'on va se construire un projet Symfony tout neuf, tout beau. D'ailleurs, je vais remonter d'un cran ici, voilà, et on va se créer un projet, on va l'appeler Symfony New, Symfony Dogbot-web app, et on installe tranquillement notre petite application Symfony. Pendant ce temps, je vais ouvrir le GitHub de la librairie que nous allons utiliser. Voilà, je le ramène ici, et puis vous inquiétez pas, on va aller y faire des allers-retours. On va rentrer dans notre projet Symfony Dogbot, parfait, et on va ouvrir ça dans un éditeur de code que je vais glisser ici aussi. Ok, on est bon, on est nickel. Maintenant, si je vais sur le GitHub de la librairie en question, donc LLFont, Comprehensive PHP Generative AI Framework. En gros, il nous explique que cette librairie s'inspire de LangChain et de Llama Index, okay, qui sont des frameworks qui existent déjà, en tout cas des projets qui permettent de faire à peu près ce qu'on va faire là. Et il s'est inspiré de ça. Okay. Donc nous, la première chose qu'on va devoir faire, c'est installer le projet. Alors on va voir, parce que pendant la préparation, j'avais fait ça, sauf que je crois que le projet n'était pas encore prêt pour Symfony 7. Voilà, donc j'aurais pas dû installer le projet comme ça. Donc ce qu'on va se faire ici, on va se faire comme ça. Et je crois qu'on peut faire version. Je crois que c'est comme ça. 6.4. Est-ce que ça marche? Ouais, Dogbot 2. Est-ce que comme ça, il me prend la version 6.4? Oui, voilà, là, il me prend la version 6.4. Donc, au moment où je tourne la vidéo, la librairie n'est pas encore compatible Symfony 7. Bon, c'est pas très grave, hein. Ça ne change pas radicalement les choses. Nous, on va rentrer dans Symfony Dogbot 2. OK, donc je vais fermer le premier projet. Hop. Et on va ouvrir le projet en Symfony 6.4. Donc maintenant, on a le projet Symfony 6.4. Maintenant, on peut installer la lib puisqu'elle est compatible avec Symfony 6.4. Je vais zoomer un petit peu dans le chat là. Voilà, et je lance l'install de la lib LLFont. Elle est déjà installée, vous avez vu, hein, c'est très rapide, il n'y a pas de souci. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Notre objectif, c'est de faire quoi? C'est de indexer la documentation de Symfony et de la transformer en embeddings. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas copier toute la documentation de Symfony, parce que sinon, ça serait beaucoup trop lent pour l'expérimentation, l'expérience du jour. Donc, on va se contenter de prendre un seul fichier de la documentation. Là, j'ai ouvert le dépôt GitHub de la documentation Symfony, github.com/symfony/symfonydocs. Et nous, on va se contenter de prendre un seul fichier. Ok, on va prendre le fichier best practice qu'on va retrouver. Je pense qu'il est à la racine. J'avais construit avec ça. Voilà. On va prendre ce fichier-là qui rappelle les bonnes pratiques dans l'organisation d'un projet Symfony. On va se baser uniquement sur ce fichier-là pour la démonstration. Donc, je vais le télécharger. Hop, et on va le stocker. Je vais aller là. Tac, tac. Et on va se le mettre dans un répertoire. Qu'est-ce que j'avais prévu? Hop, je suis en train de regarder. On va se le mettre dans le répertoire. On va le mettre dans le public. Peu importe. C'est un POC. Voilà, je l'enregistre. OK. Ce qu'il faut qu'on fasse aussi, et c'est ce que nous dit ici la doc de la librairie, c'est qu'il nous faut faire ici le paramétrage de notre clé d'API en faisant une variable d'environnement système ici. Donc ça, je vais le faire sans vous le montrer dans le terminal ici, parce que j'ai pas envie de vous montrer ma clé. Voilà, ça c'est fait. Et je reviens ici. Donc qu'est-ce que j'ai fait, hein? J'ai au préalable, dans mon profil OpenAI, j'ai créé une clé d'API. Évidemment, hein, ce qu'on va faire là, c'est ça utilise des crédits chez OpenAI, mais vraiment pas beaucoup, quelques centimes, moins qu'un centime. Et donc, je viens de taper cette commande et j'ai remplacé ici à la place ma clé à moi. OK? Donc là, on a configuré
le client, enfin, on a configuré la lib LLElephant. Maintenant, il nous faut aller lire, ok, notre, notre fichier de documentation. Pour ça, on va se créer une petite commande Symfony qui va avoir pour objectif d'aller lire les fichiers et d'aller générer les embeddings et de les stocker dans un fichier JSON. Pour ça, on va créer une commande Symfony console make :commande generate embeddings. Là, eh bien, tout simplement, ça nous a créé un nouveau fichier dans le répertoire src commande generate embedding ici. OK. Donc là, ben, on va modifier la description. On va marquer génère les embeddings. OK. On va pas avoir besoin d'arguments ici. Ça va virer ici. On n'a pas besoin de tout ça. Voilà, hop, on vire, on nettoie un petit peu le fichier parce qu'il y a plein de choses dont on ne va pas se servir ici. Ok, là, on n'est pas trop mal. Ok, donc ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se mettre un titre. Ok, pour dire bonjour, nous allons générer les embeddings. Donc là, on se met gentiment notre titre. Hop, je vais fermer ça pour que vous y voyez bien. Et le succès, d'ailleurs, on peut l'enlever ici. Ok, voilà. Ensuite, on va vouloir aller lire le fichier. Ça tombe bien, la librairie LLElephant nous propose un outil pour aller lire les fichiers. Donc on va faire un new, ok, et il y a un file data, je crois que c'est ça, data reader, ok, ici. Et ensuite, eh bien, dans son chemin ici, il attend quoi? Le chemin vers notre fichier, ok. Donc là, moi j'ai préparé ici le petit chemin qui va bien, hop. Ça permet de faire quoi? Ça permet de partir du répertoire duquel on est, de remonter de 2 crans, d'aller dans public et d'aller lire le fichier bestpractice.rst. Ok, donc là, on va ouvrir le document. Et ensuite, on va aller stocker. Alors, on va le mettre même au pluriel, parce qu'il pourrait y en avoir plusieurs, mais dans notre cas, il n'y en a qu'un seul. Et on fait un get documents ici. Ça nous permet de faire quoi? D'aller lire le document. D'ailleurs, regardez, si je fais un dd ici de documents et qu'on va automatiquement ici dans notre terminal et de faire un Symfony console generate embeddings. Ouais, je crois que c'est comme ça que je l'ai écrit. Generate embeddings. Ok, j'ai fait une erreur. Hop, avec un M ici. Ici, vous voyez qu'on lit bien, pas de problème, on lit bien le document. Donc, on y a bien accès. Donc ça, c'est parfait. C'est nickel. Maintenant, rappelez-vous, il faut qu'on découpe la documentation en petits morceaux, les fameux chunks, et c'est ces fameux chunks qu'on va transformer en embeddings plus tard. Ok? Donc là, on va utiliser, encore une fois, un outil qui nous est fourni par LLElephant. Ok? Donc nous, on va appeler ça Splitted Documents. On ne va pas le mettre dans un tableau. Ok? Et on va utiliser le Document Splitter qui nous est fourni par LLElephant. Et on utilise la méthode de c'est splits documents. Voilà. On lui passe les documents et il attend un deuxième paramètre de mémoire, c'est la taille max des chunks. Ok, nous on va lui mettre 500. Ok, c'est ce qui après ça s'est ajusté en fonction des projets. Mais nous on va faire des petits paquets de 500. Donc là regardez, si je fais un dump de ça, on peut même faire peut-être un count. Est-ce que ça marche si je fais un count de ça pour voir le nombre de chunks que j'ai? Ok, donc là si je lance ça, on voit que j'ai 44 chunks. Ok, donc de ce grand document que j'ai découpé en portions de 500 caractères, j'arrive à 44 portions. Maintenant, c'est ces 44 portions que je vais vouloir générer auprès de OpenAI. Le modèle qui est utilisé pour faire les embeddings, c'est pas du tout GPT-4, donc c'est pas les tarifs de GPT-4 qui s'appliquent, mais c'est les tarifs du modèle qui s'appelle Text Embeddings-ADA 002, qui coûte vraiment, mais vraiment que dalle en termes de ressources financières. Vraiment, moi j'ai pratiquement fait toute la documentation Symfony. Là, on le montre qu'avec un seul fichier, mais je me suis amusé à le faire avec la totalité de la documentation Symfony. Et je crois que ça m'a coûté 0,19 centimes, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pour vous dire à quel point ça coûte pas bien cher. Donc la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on va se créer une petite variable
Alors tout ce que je vous dis là, hein, ça provient de la documentation, hein. Donc on va créer un embedding generator. Alors attendez, il s'appelle un OpenAI embedding generator. Voilà, on le crée comme ça. Est-ce qu'il m'a importé la classe, lui? Oui, il m'a bien importé la classe. Et ensuite, on va lui créer un embedded documents. Ouais, parfait. Et on va utiliser le embedding generator. Et là, on va lui dire, bien, embed-moi les documents. Et là, on lui passe les documents splittés. OK? Donc là, à ce moment-là, ça fait l'aller-retour chez OpenAI. D'ailleurs, si on dump ici, logiquement, ça devrait être un peu plus long parce que ça fait l'aller-retour auprès de l'API de OpenAI. Donc là, vous voyez, c'est un peu long parce qu'il va envoyer les 44 chunks. Il attend qu'ils soient moulinés par l'API de OpenAI, par le modèle en question, le modèle qui crée les embeddings et qui nous les renvoie. Donc là, on est obligé d'attendre en fait de faire cette opération. Donc là, c'est ce que je vous disais, là à ce moment-là, c'est payant. Et donc là, on récupère 44 parce qu'il y a le 0, 44 objets de type embeddings documents. Donc ça, c'est bon, c'est nickel, on a bien tout ce qu'il nous faut. Maintenant, il faut qu'on stocke ces embeddings. Comme je vous le disais, la librairie permet de le stocker dans plein de formats. Regardez, si on descend ici et que je regarde les vector store, il y a en mémoire, file system, c'est ce qu'on va utiliser, Doctrine Vector Store, donc ça marche avec PostgreSQL. Vous pouvez utiliser Quadrant Vector Store, Redis Vector Store, Elasticsearch, bref, il y en a plein. Donc là, après, à vous d'aller choisir ici la partie qui vous intéresse. Mais nous, dans notre cas et dans notre exemple, on va stocker ça dans le file system pour ne pas rajouter de la complexité supplémentaire à la démonstration, pour pas que ça dure non plus 3h30. OK? Donc là, on va créer un vector store. OK? Hop, on va l'appeler comme ça, vector store. Et pour ça, on va faire un new, et c'est là où on nous précise qu'on veut un file system vector store. OK? Et on va rien préciser, on va le laisser de base, et comme ça, je crois que de mémoire, il le met à la racine du projet, et il va nommer le fichier document-vectorstore.json. Donc on n'a pas besoin de s'embêter plus que ça, il va le faire automatiquement. Donc là, vu qu'on est dans un cadre de démonstration, on ne se prend pas vraiment la tête. Et ensuite, on va utiliser ce vector store, et on va utiliser la méthode add documents. Documents, au pluriel. Et on lui passe les embeds documents qu'on a générés juste au-dessus. OK? Donc là, logiquement, quand je tape cette commande, il va me créer automatiquement le fichier à la racine. Alors, ce qu'on va se faire un petit peu pour que ça soit un peu plus sympa, je vais remplacer tout le code qu'on a généré par un que j'ai préparé avec des petits feedbacks au fur et à mesure. Donc c'est exactement le même code, juste que j'ai mis des petits feedbacks supplémentaires pour qu'on ait un peu plus d'informations. Mais sinon, c'est exactement le même code, juste que j'ai mis des sections et des succès ici. OK? Donc c'est parti, on lance notre commande. Donc on a bien lu les données, il y a un document, pas de problème. Les documents ont été découpés en succès en 44 documents de 500 mots maximum. Là, on voit qu'on est dans la phase de génération des embeddings. On va attendre tranquillement que l'API de OpenAI nous réponde. Ça, c'est la première phase du modèle RAG, où on est en train d'organiser nos embeddings et il nous dit c'est bon, ça a été sauvegardé avec succès et les embeddings ont été générés avec succès et stockés dans le fichier documents vectorstore.json. Donc logiquement, à la racine de notre projet, on doit avoir un document qui s'appelle document-vector-store.json. Et là, vous voyez que c'est les fameux vecteurs, qui ont été stockés. Donc nous, ça ne veut pas nous dire grand-chose, hein. En tout cas, moi qui ne suis pas mathématicien ni un expert de tout ça, voilà, je vois tout ça et je vois qu'effectivement, les textes ont été découpés et stockés sous forme de vecteurs. Donc on a ça dans un fichier, vous voyez, JSON, hein, qui fait déjà pas mal de lignes pour pas grand-chose. Donc imaginez une documentation plus conséquente. On ne pourrait pas, évidemment, le stocker dans du JSON, hein, mais là, pour l'exemple, ça va parfaitement bien. Donc là, c'est bon, on a fait la première partie, à savoir indexer le document, créer les vecteurs, les embeddings. Maintenant, il faut faire la partie où on va interroger ça et transmettre la demande à OpenAI, à GPT-4. Donc, on va fabriquer une petite interface web toute simple. Donc on va aller dans
templates, le base.html.twig. Là, j'en ai préparé un, je vais le copier-coller, mais c'est uniquement en fait pour importer Pico CSS, qui est un petit framework CSS que j'aime bien utiliser pour ce genre de cas. J'utilise tout simplement, vous voyez ici, via le CDN, et c'est tout ce que j'ai fait. Maintenant, on va se créer le contrôleur Symfony qui va nous permettre de interroger notre système. Donc, on crée notre contrôleur Symfony Console Make Controller Chatbot Controller. Je crée la commande et tant que j'y suis, je vais démarrer. Hop, Symfony Serve. On va démarrer le serveur Symfony interne. On va les démarrer ici. Hop, il ne me l'a pas ouvert sur la bonne fenêtre. Je le rapatrie ici. Hop. Voilà, et je le mets ici. Donc on a notre application ici. On va aller modifier notre petit contrôleur pour qu'il réponde à l'URL racine directement. Ok, donc là, si je rafraîchis, logiquement, hop, j'ai bien tout ce qu'il me faut ici. Parfait, c'est impeccable. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se générer un petit formulaire qui permettra à l'utilisateur de poser sa question à la documentation de Symfony. Donc pour ça, on fait comme d'habitude dans Symfony, Symfony Console Make Form, le chatbot type. Il nous demande si c'est relié à une entité. Non, c'est pas relié à une entité. D'ailleurs, on n'a pas d'entité dans ce projet. Et on valide le formulaire. Et on va aller légèrement modifier le code qui a été généré. On va aller dans le répertoire form, pardon, ici, voilà. Et on va lui faire quoi? On va lui dire, le premier champ, ça sera la question. OK. Ça va être du text type. OK. OK, c'est comme ça. Le label, bah regardez, GitHub Copilot m'a fait le truc nickel. Il m'a dit votre question, l'attribut placeholder, posez votre question ici. Parfait. Et moi, j'aime bien rajouter les boutons de soumission ici, même si vous allez le voir, on va le tester tout à l'heure. Ça ne fait pas partie des bonnes pratiques Symfony. Donc là, je crée un bouton de type submit type. Par contre, l'attribut, comme ça, on s'en fiche. Et là, on va le changer, on va lui dire poser la question. Voilà. Donc là, on a notre formulaire, c'est nickel. Maintenant, il faut qu'on utilise notre formulaire dans le contrôleur ici. Donc là, ça va être très simple. On va créer un $form. Hop, $form est égal à, et on va chercher le formulaire qui nous intéresse, donc le chatbot type. Hop, je vais l'importer ici. Ensuite, il faut que dans la signature de notre fonction, on récupère la request. Okay, pour récupérer les réponses et les soumissions au formulaire, on va stocker ça dans $request. Donc là, c'est vraiment le traitement classique du formulaire. On fait un form handle request, on lui passe la request. Et ensuite, on a la partie où on va traiter le formulaire. OK? Donc, on va faire ça. Voilà. Hop. Moi, je vais juste faire un DD dans un premier temps ici. Voilà. Là, on ferme le if. Donc là, si le formulaire est soumis et valide, on fera un DD tout simplement pour faire un petit état des lieux. Et ici, on va juste envoyer le form et il n'y a plus besoin d'envoyer le create view. On peut juste envoyer form tout court, comme ça. Évidemment, il faut qu'on aille adapter notre template Twig ici. Hop, on va supprimer tout ça. Et on va se créer, on va se mettre un petit H1. Et je ne vais pas l'appeler comme ça. On va l'appeler Hello Chatbot. Comment l'appeler le projet? Symfony Dogbot. Hello Symfony Docbot. OK. Et on va lui mettre ensuite le formulaire ici, tout simplement. Hop, hop. Forme. Et on lui passe, hop, entre parenthèses ici, notre formulaire, tout simplement. Voilà. Donc là, si je vais sur la page d'accueil, où est-ce qu'elle est passée? Elle est là. Et que je rafraîchis, j'ai bien posé ma question ici. Et si je fais où stocker le bouton de soumission des formulaires, point d'interrogation, je ne parle même pas de Symfony, hein, OK. Hop, voilà, là je dumpe bien la question. Donc ça c'est bon, ça c'est nickel. Maintenant, comment est-ce qu'avec cette question-là, je vais rechercher dans les documents
Et si je trouve dans les documents, je prends les documents et j'envoie tout ça à GPT-4. Eh bien, vous allez voir que ça va être vraiment très très cool parce qu'on va pas avoir grand-chose à faire parce que eh bien, GPT va faire, enfin, LLFunt va faire beaucoup de travail pour nous, ok? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Hop, on va essayer de rassembler un petit peu notre code ici. Tout va se passer dans le if. La première chose déjà, c'est qu'il faut qu'on ait un vector store, ok? Donc il faut qu'on aille lire notre fameux file system vector store ici. Alors, dans ce contexte, il faut lui passer le chemin complet. Je ne sais pas pourquoi. De l'autre côté, il n'y avait pas besoin de mettre de chemin, mais ici, il faut en mettre un. C'est pas très grave, il faut juste le savoir, hein. Je me suis cassé les dents pour vous. Et puis, alors je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, on a mis le code dans la commande. Ici, on est en train de mettre du code dans les contrôleurs. Évidemment, dans la vraie vie, ne faites pas ça. Faites des services et mettez toutes ces choses-là dans les services. Mais là, pour des questions de simplicité de la démonstration, je le mets ici. C'est beaucoup plus simple. Ensuite, il nous faut toujours l'embedding generator. Bah oui, parce que on en a besoin pour faire quoi? Pour transformer entre guillemets la question en embedding. Ça, on n'a pas le choix. Et ensuite, on va aller poser la question. Donc là, si je fais la question, et on va faire un new. Et là, c'est là qu'on utilise le question answer. OK? Lui, il a besoin de quoi? Il a besoin qu'on lui passe le vector store. Il a besoin qu'on lui passe un embedding generators et qu'on lui passe ici, et nous on va faire un new OpenAI chat. OpenAI chat. OK? Et c'est tout ce qu'on a à faire dans le cas qui nous intéresse. Voilà. Et un petit point virgule ici. Donc là on est pas mal. Et ensuite on va poser notre question. On va la stocker dans $answer et on va utiliser donc le $QA. OK? Et on fait le answer questions et on lui passe la question. OK? Alors, ce qu'on pourrait se faire peut-être ici, c'est stocker la question dans une variable. Ça sera un peu plus lisible. On va faire $question. Voilà, on va faire ça comme ça. On va même pas faire ça comme ça. On va faire get data. Voilà, et on va récupérer le champ question. Ça, logiquement, faites voir si je fais un DD de question, on va juste vérifier que ça fonctionne. Hop, on va lui mettre de l'art question aussi ici. Voilà, je vais juste faire un DD, voir si ça marche mon histoire ici. Donc je resoumets le formulaire. Je fais ça. Oui, ose cliquer le bouton. Donc ça fonctionne bien. Donc ici, on fait quoi? On lui pose la question et on est censé récupérer la réponse ici. Ok, donc même ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire un return directement en fait. On va faire un return et on va retourner notre réponse. On lui repasse le form et on lui passe la réponse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier légèrement notre twig pour accueillir la réponse. Hop, on va venir ici. Et là, j'ai préparé un petit bout de code, tout ce qu'il y a de plus basique ici. Voilà. Donc on a le formulaire ici et la réponse, s'il y en a une, s'il n'y en a pas, on met une chaîne vide. OK? Et donc là, je viens ici et je rafraîchis ici. Ça va prendre un petit peu de temps. Pourquoi? Parce que ça prend pas de temps. Pourquoi? Parce que j'ai dû laisser mon DD ici. Et du coup, on ne fait pas l'aller-retour. Et donc ici, ça va prendre un certain temps. Pourquoi? Ça fait l'embedding de la question, ça recherche dans notre collection d'embeddings, ça construit le contexte et ça demande à GPT-4 de formuler une réponse. Et donc là, vous voyez la réponse, vous devez stocker le bouton de soumission des formulaires dans les templates plutôt que dans les classes de formulaires ou les contrôleurs. Cela vous permet de définir le style de bouton, etc. etc., etc. Et ça, là où c'est intéressant, c'est que ici, je ne lui ai pas parlé de Symfony, ok, à aucun moment. Lui, il ne me parle pas de Symfony. Et pour autant, si on va dans la documentation de Symfony, donc dans le public, le best practice ici, et que je cherche forme, hop, ici, forme, hop. Alors, attendez, où est-ce qu'on va le trouver ça? Hop.
Alors, est-ce qu'on va le trouver? Tac, tac, tac. Voilà. Définir vos formulaires dans des classes PHP, OK, et ajouter les boutons dans les templates. Et il nous dit que, en fait, pour que les classes de formulaires soient le plus agnostiques possible, le mieux, c'est de déplacer les boutons en dehors de la classe pour pouvoir changer le label en mettant add, save, etc., etc. Exactement la réponse qui nous a été donnée ici. OK? Donc là, on voit que ça a bien fonctionné, ça a bien fait tous les différents appels dont on avait besoin. Alors, j'ai pas vérifié ici si on avait le détail de ce qui s'était passé. Est-ce qu'on voit? Non, on n'a pas le détail ici, c'est dommage. De tous les différents appels HTTP qui étaient faits, mais on les a pas. Hop, je reviens en arrière. Hop, hop, OK. Là où c'est intéressant, parce que là, on a fini finalement la démonstration, hein, il y a rien de plus à vérifier, c'est là où c'est assez incroyable. Vous voyez, on a mis 30 minutes pour construire notre rail. Ce que je voulais vous montrer en plus, qui est assez intéressant, je trouve, c'est d'aller voir la méthode Answer Question, qui est une méthode qui provient de la librairie LElephant. Ok, on va voir le Answer Question. Et on voit ici la méthode Search Document and Create System Message. Donc ça, c'est très très cool. Et regardez ici, ce qu'on va faire, hop, on va dumper ce truc-là ici, même si on est dans le vendor, on peut s'autoriser à dumper pour voir ce qui se passe. Ça, c'est la partie où on lui passe notre question et il va aller chercher dans notre collection de embeddings si on a quelque chose. Et regardez, c'est très 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 cool. Si je repose la question ici, bim, vous voyez que, eh bien, il nous extrait bien la partie qui nous intéressait. Donc là, on a une portion de 500 caractères, ok, et dans cette portion, c'est là où c'est génial, c'est qu'on a exactement la portion que je vous ai montrée juste avant, qui parle de cette fameuse question des boutons qu'on devrait plutôt mettre dans les templates plutôt que dans les classes PHP. Donc en fait, c'était ça que je voulais vous montrer, c'était ce petit aller-retour dans les documents et c'est ça qui est très intéressant. Et on voit, alors on va pas détailler comment ça fonctionne la librairie Elephants, mais moi j'ai un petit peu regardé parce que c'était, je trouve particulièrement intéressant. Mais on voit que il vient rajouter donc ce qu'ils appellent ici un système message, ok, qui vient être un espèce de template de contexte pardon, qui se rajoute à l'interaction que vous faites avec OpenAI, avec GPT-4 en l'occurrence, et donc qui vient donner vraiment plus de contexte à votre petit chatbot. Ok, donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Hop, si je recharge ici, regardez ce qu'on peut faire. Alors comme là, on n'a pas indexé toute la documentation, il faut qu'on lui pose des questions qui ont un rapport avec la documentation qu'on a indexée. Mais imaginez si vous faites ça avec des documents privés de votre entreprise ou des choses très particulières, eh bien c'est vraiment, très 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 cool. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va essayer de faire ça. Ok, on va lui demander une explication sur les formats. Ok. Alors, à quoi servent les fichiers? Voilà, donc ça, moi, je ne l'ai jamais testé encore jusqu'à présent. Donc, vous voyez, la question, on va laisser notre système faire le nécessaire. On va voir logiquement. Donc là, il est en train de convertir la question d'embeddings, de rechercher dans notre collection d'embeddings, puis de soumettre tout ce contexte et notre question à GPT-4 qui va formuler sa réponse et nous renvoyer une compilation de tout ça. Donc là, on va voir, peut-être que ça va marcher, peut-être pas, hein, c'est la magie des LLM, hein, des fois on est un petit peu surpris, mais logiquement avec ce système RAG, on limite logiquement grandement les hallucinations. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit là? Eh bien, il nous dit que les fichiers XLIF, donc XLIF, servent à standardiser le processus de localisation et de traduction des logiciels dans le contexte de Symfony, blablabla. Bla bla bla. Donc là, je pense qu'on a quelque chose qui est vraiment, qui m'a l'air d'être vraiment très proche, en tout cas, de ce qui est proposé ici. Ok, il a pris quelques libertés, hein, c'est le LLM, mais en tout cas, il nous a répondu de manière absolument pertinente à notre question. Donc vous voyez un petit peu l'idée, la démonstration que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était que grâce à cette librairie LElephant, qui fait d'autres choses encore hein, que la démonstration, là je vous ai juste montré la partie
embeddings et question answer, mais il y a d'autres choses, hein. Il y a la partie tools, il y a plein d'autres trucs qui sont, super intéressantes, hein. Par exemple, avec cette librairie, vous pouvez demander au LLM de décider quelle fonction appeler. Par exemple, ben, si l'utilisateur te demande ça, alors ça veut dire qu'il faut que tu lui envoies un mail. Donc tiens, je te dis quelle fonction appeler et quels paramètres mettre dedans, et cetera. Donc c'est vraiment, assez puissant comme, librairie. Voilà la petite démonstration. Je vous laisse, imaginer, hein, les améliorations possibles. Par exemple, indexer, toute la documentation de Symfony. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Je me suis amusé, de mon côté à modifier un petit peu cette application et parcourir tous les fichiers de la documentation de Symfony et faire la même chose que là, mais avec la totalité de la documentation. Mais ça a pris vraiment beaucoup plus longtemps, hein, plusieurs heures pour faire tout ce travail. Je crois que ça de mémoire, ça a fait, dans les statistiques de OpenAI, ça m'a consommé, je crois, 12 000 requêtes, pour la partie embeddings. Et comme je vous le disais, à 19 centimes, donc ça coûte vraiment, pas cher du tout. Et en termes d'amélioration, on pourrait évidemment améliorer, l'interface graphique, mettre, peut-être, du HTMX pour faire un changement avec un petit loader, faire quelque chose de plus sympathique. Mais bref, vous avez ici le cœur de la démonstration que je voulais, vous montrer. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à laisser, des messages, des commentaires. Vous trouverez, et j'ai gardé cette information pour ceux qui sont et celles qui sont restés jusqu'à la fin, mais il y a une version article, une version écrite de, toute cette explication-là, pour reproduire plus facilement et avoir les informations, facilement, à portée de clic, pour, vous accompagner si vous avez envie d'adapter ça pour un contexte professionnel particulier. D'ailleurs, si c'est le cas, venez me pinguer sur les réseaux sociaux, hein, Twitter, LinkedIn, n'hésitez pas. Je suis présent à peu près, sur tous les réseaux. Donc vous pouvez me retrouver, hein, toujours, avec mon nom et mon prénom, il n'y a pas de souci. Et je serai, très curieux aussi de vous lire dans les commentaires, hein. C'est le meilleur endroit, c'est dans les commentaires, pardon, de la vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, laissez un petit like, ça me fera, très plaisir. J'ai mis un petit peu de temps à préparer cette vidéo. J'avais envie qu'elle soit, que la démonstration soit fluide parce que je trouve que le sujet est super, super prometteur. Merci beaucoup à toutes et tous. Je vous souhaite, une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne matinée, peu importe, un bon appétit, un bon café du matin. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à le regarder le samedi matin avec votre petit café et votre thé. Bon week-end, profitez bien de ce que vous aimez et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je l'espère aussi passionnante qu'aujourd'hui. Salut!